Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, embarquez avec nous dans une odyssée vers le New York du passé. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Florian Hepp et je suis le co-host de Drapeau Rouge, le podcast cinéma, et je suis avec Guillaume-André Petit, dit Le Gap. Bonjour. Est-ce que ça va ? Bonjour à tous, oui, ça va très bien. Super, je suis très enjoué aujourd'hui. Ah ouais, moi aussi. Très enjoué, très Heureux. heureux. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureux ce Je soir ? suis heureux de Heureux. parler de ces deux films. Bien sûr, moi aussi, tout à fait. Nous allons parler aujourd'hui de Pris au piège, le nouveau film de Darren Aronofsky, et de Uncut James, l'ancien film des frères Safdie, Le dernier film des frères Safdie. pour l'instant. Enfin, les derniers films des frères Safdie ensemble. Pour l'instant, j'espère. On l'espère. On verra parce que oui, bon, on en reparlera plus tard de ça. On va commencer dans le vif du sujet avec le film qui vient de sortir récemment au cinéma, qui est Pris au piège de Darren Aronofsky, le retour de Darren. Le retour. C'est vrai. Oui. Combien Alors, d'années The Whale, c'était il y a... The Whale, c'était 2022, Ah ouais 21, 22, Je le voyais en 2023, mais... 23. Écoute... Purée, je note jamais les... Aïe, aïe. Mais Je ça se note jamais les vérifie, dates. c'est pas grave, on a ce qu'il faut à disposition. Ouais, Parce que nous sommes en 2025 et nous avons l'Internet. Et c'est sorti en 2022. c'est 2022, donc retour 3 ans plus tard de Darren Ah, Aronofsky. 2023 en France. Ah, 2023 en France, et oui. Donc 2 ans à peine finalement. Bah ouais. Alors que généralement, il laisse plutôt pas mal d'écart entre ses films, puisque le film qu'il avait fait précédemment, c'était Mother, qui était pour le coup en 2017. Ça, je suis sûr que c'est en 2017. Je suis sûr que c'était en vérifie. 2017 parce que à une époque, j'avais une chaîne YouTube dans Eh laquelle oui, quelle époque, quelle belle époque. j'avais fait un top film 2017. Ah, il y avait Mother. Dans ce top se trouvait Mother, tout à fait. Ah oui, Très c'est bien vrai, placé d'ailleurs. je me souviens très bien. Très bien placé, qui est un film que j'aime beaucoup. 17. Darren Aronofsky, qui est un réalisateur avec qui c'est une relation amour-haine qu'on entretient lui et moi. J'avoue un peu plus d'amour que de haine de mon côté. Je sais qu'il est pas mal décrié parmi les cinéphiles. Beaucoup se moquent un peu de sa grossièreté, de ses gros sabots, de son manque de subtilité généralement. Moi, j'avoue que c'est un cinéaste que j'aime plutôt bien. Je pense. Est-ce que t'as vu Requiem for a Dream à l'époque où ça a pu te marquer ou pas ? Oui. Ouais, donc. Mais... Aïe, aïe, aïe. Mais je l'ai revu. C'est le Ce qui problème. n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai eu le flair de ne pas revoir. Il est là, il est là. Tout le problème, c'est que je l'ai revu. Ah, mais tu l'as revu il y a pas longtemps, non, quand il est ressorti ? Non, je l'ai revu il y a, je sais pas, 2-3 ans. Ah, ok, parce qu'il était ressorti au cinéma avec une restauration et tout Oui, c'est l'année vrai, dernière. oui, c'est vrai qu'il y avait... oui, Donc, je me souviens. Darren Aronofsky qui était dans l'actualité. Récemment, il Mm. nous a pas laissé tranquille une seule année. Jamais, hein. Mais oui, moi, pour le coup, en tant que jeune cinéphile à l'époque, Requiem for a Dream, c'est un choc, forcément. Black Swan aussi, c'est un choc. Et pareil, je l'ai pas revu. Donc ces deux films, je pense, si je les revois, je me dis aïe aïe aïe, c'était pas si bien que ça. Donc je les laisse gentiment dans un coin de ma mémoire. Ils sont là, Ils sont ça là reste de quelque bons part. souvenirs. Voilà, des souvenirs de mes émois, mes premiers émois cinéphiles. Par contre, j'aime beaucoup The Wrestler avec Mickey Rourke, Ah, je l'ai pas vu. qui est vraiment un super film qui pour le coup je l'ai revu C'est plusieurs sur fois. le catch. C'est ça, en fait, c'est Ok. Mickey Rourke qui joue un vieux catcheur qui a plus d'argent, qui vit dans une caravane, et on voit sa vie de tous les jours de comment, Ok. avec son corps meurtri par les années de catch et toutes les blessures qui se transportent, la gueule complètement cassée, et qui va se retrouver à être bouché dans un centre commercial. Et on suit un peu sa vie de tous les jours, ses Tu m'as eu, relations, je etc. vais le voir. Non, le film est vraiment super. Ok, Et il y a une scène qui est incroyable où il est en train de se préparer, il met son uniforme de boucher, donc il met son petit tablier, son truc, et en fait c'est filmé comme un catcheur qui se prépare, et on entend le bruit du public, et on le voit marcher dans les couloirs du supermarché comme si comme s'il arrivait sur le ring, quoi. Ok. Qui est une super scène que j'aime beaucoup. Ok. Donc voilà, très bien. Aronofsky, bon, il a eu ses petits problèmes, hein. Il y a le film Noé qui est catastrophique, J'ai pas vu non plus. Mais... tu fais bien. Il y avait The Fountain aussi, qui est son deuxième film, je crois, qui était pas très bien non plus. Par contre, il y a Pi, son tout premier film, qui était très intéressant et qui, Ah, tu me l'as conseillé il y a pas longtemps. ouais, qui convoque. Mais après ça, pour le coup, pareil, je l'ai pas revu. Ah. Mais
Je crois que c'était son film de fin d'études, et c'était un film assez intéressant, qui est en noir et blanc, très dark, très grimy, comme disent les ricains. Ouais, je vais pas, je l'ai pas revu, donc je vais pas dire n'importe quoi, donc je m'auto-censure. Mais j'avais plutôt un bon souvenir. Et il y a Mother, donc que j'aime beaucoup. Tu l'as vu toi, Mother? Non. Qui est un film que je trouve assez exceptionnel dans sa forme, même si bon, dans ce qu'il raconte, c'est Aronofsky, les symboles bibliques, c'est un peu lourdeau, etc. Ouais. Mais le film est assez fort dans ses effets. J'ai un très bon souvenir de ma séance. Ok. Et je trouve que c'était un film, en tout cas, très intéressant à l'époque. Ensuite, il y a The Whale, que personnellement, j'aime un peu bien. Moi, j'ai pas du tout aimé. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est pas un film qui m'a. Non, il m'a pas eu. Il m'a pas eu du tout, même. Oui, on a beaucoup parlé du retour de Brendan Fraser, la Oui, course aux mais Oscars, c'est. machin. Ouais. C'était un peu relou. Je trouvais que le film était, voilà, c'est un peu un plaisir coupable. J'avoue que Aronofsky, c'est un peu ce cinéaste plaisir coupable où je sais que ce qu'il fait n'est pas forcément intéressant, pas très, c'est un peu grossier, Hmm. mais j'y vais avec plaisir, toujours, même quand ça m'intéresse un peu moins. Voilà, je pense que c'est ce qui reste de mes premiers émois, hein, malheureusement. On n'oublie Ouais. jamais vraiment un premier amour, même si, bon, Aronofsky, c'était pas non plus un premier amour, mais c'était quand même un signe que je mettais haut dans, dans ma Oui, hiérarchie oui, de mais réalisateurs, c'est forcément, à l'époque, oui, bien au sûr. début. Mais Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Guigui. aujourd'hui, t'as grandi. Le Aujourd'hui, il y a temps, Drapeau Rouge. aujourd'hui, Drapeau Rouge existe, et on doit aller plus loin que j'aime pas. Ah oui, bah, bien sûr. On doit parler de Cinoche. On doit parler de Cinoche. On doit parler de ce qui se passe à l'écran. Et du coup, nous sommes allés voir Pris au piège, Pris au piège. de son vrai nom, Caught Stealing. Oui, ça, j'ai pas compris parce qu'en France, il y a les deux titres. Ouais, Enfin, c'est le titre français tiré le titre. J'ai pas oui, trop ouais. compris. Je pense que ça fait pas trop comment marketer le film, hein. D'ailleurs, le film est sorti un peu en queue de poisson, Ouais, c'est puisque clair. moi je m'intéresse beaucoup au cinéma, j'ai appris il y a 15 jours que le film sortait maintenant. Et donc c'est un peu étrange, surtout qu'il y a quand même un gros casting. Ah oui, Il y a Austin Butler, Zoe Kravitz, il y a Liv Schreiber, il y a Regina King, il y a Bad Bunny, Bad il y a Bunny. Action Bronson. Ah oui, bien Alors sûr. ça rentre pas dans le gros casting marketable, mais déjà quand tu fais un film à New York et que tu mets Action Bronson dedans, tu gagnes un point. Parce que vraiment le film devient New York à l'apparition d'Action Bronson, qui est un rappeur new-yorkais qui officiait beaucoup dans les années 2010 et qui maintenant a une émission de cuisine sur YouTube que Ah je ouais, vous recommande. Il fume de la weed et il cuisine des plats. Il y parfait. a, et je crois que Parce que c'est pas ça la belle vie mais finalement. bien sûr. Et il invite souvent des rappeurs, etc. C'est un super émission. Et Action Bronson, c'est vraiment un mec qui a une gueule en plus. Enfin, il est fait pour le cinéma, quoi. Il était d'ailleurs dans The Irishman de Scorsese aussi. Ah oui, mais oui, bien Il sûr. avait un petit rôle dans The Irishman. C'est très étrange d'ailleurs qu'il n'y ait pas Action Bronson dans les films des frères Safdie. Alors Parce que, peut-être, pour le coup, on sait pas. c'est Peut-être que vrai. ça va arriver, on sait pas. On connaît l'appétence des frères Sabli pour mettre Ouais, des rappeurs et des. ouais, des personnes qui n'ont au prime abord, tu te dis ouais, pourquoi Ouais, pas. c'est clair. Mais en tout cas, il dénoterait pas du tout dans le film. Oui. Et donc, pris au piège, donc comme on a dit, gros cast, Darren Aronofsky. Aronofsky qui est habitué à faire des films plutôt assez hardcore, un Ouais. peu difficile à regarder, un peu triste, très sombre. Qui là, pour le coup, revient avec un espèce de thriller slash comédie, un peu à la Guy Ritchie. Oui, c'est clairement. On est obligé de penser à On est Guy Ritchie obligé. quand on voit le film. Et c'est assez surprenant. Est-ce que l'exercice est réussi ou non? Toi, le Gap, qu'est-ce que t'as pensé du film? Est-ce que ça... Moi, je trouve que déjà, je le dis, j'ai passé plutôt un bon moment devant Prise au piège. Et c'est tout. Non, mais j'ai passé un bon moment, mais parce que c'est quand même un très bon divertissement. Ouais, C'est un faut très le bon dire. film de divertissement, hein, il faut le dire. Malgré un sujet utilisé, réutilisé et réutilisé, Oui, l'alcool, entre autres. le Non, traumatisme. non, plus quand je dis sujet, c'est plus le thème du film. Hmm.
cette fuite en avant, enfin un mec lambda qui est pris au piège dans une histoire de malfrat. Ouais, oui, oui, On a eu Linklater qui a eu un peu ça aussi l'année dernière, tout à fait. avec un très Très bon bon film d'ailleurs. Enfin, que Ouais. je trouve meilleur que Prise au piège. Bref, on n'est pas là pour parler de Linklater. On en parlera aura bien d'autres, assez ouais, on aura tôt. d'autres moments pour parler de Linklater, et je pense qu'on aura plusieurs moments pour parler de Linklater. Oh oui. Mais en tout cas, donc voilà, c'est cette histoire de personnes lambda qui arrivent dans une histoire de malfrats, qui se retrouvent en plein milieu de ça, qui fait un film de fuite en avant. Alors du coup, ce que je pense, c'est quand même un film assez différent de ce qu'a fait le cinéaste, Oui, totalement. Ouais. même totalement différent. Après, j'ai pas tout vu, mais J'ai tout vu et c'est totalement différent. Pour le coup, il n'y avait jamais eu de blague dans les parce films que ouais, précédents, voilà, quoi. de ce que je sais de Aronofsky, c'est que c'est quand même assez brutal. Ouais, très brutal. Très brutal, et là le film paraît un peu plus léger, pour pas Ouais. dire très léger d'ailleurs, malgré sa brutalité. Ouais, c'est sur- qu'il y a un ton un petit peu, c'est-à-dire un peu plus fun. oui, voilà, Il y a un il y a ton un peu plus fun, encore une un fois la peu Guy plus... Ritchie, Ouais. Mais au final, ça traite des thèmes assez sombres. oui, Parce totalement. qu'en fait, si tu résumes le film, c'est quand même Tim Butler qui était un prodige du baseball qui, un jour, ivre au volant, est responsable d'un accident de voiture qui va enlever la vie de son meilleur pote et qui va, lui, le priver de sa carrière, qui devient alcoolique, qui se retrouve à devoir garder le chat de son pote et va se retrouver poursuivi par des dealers. Ouais, non mais Et c'est assez sombre. Moi, j'aime bien comment le film, dans les bons côtés, après je parlerai des mauvais côtés, mais pour être gentil au début, j'aime plutôt bien les changements de ton. Je trouve que c'est assez réussi parce que quand il essaye de faire de la comédie, justement un peu plus Guy Ritchie-esque, un peu plus cartoon, il le fait quand il y a de la violence un peu fun à l'écran. Même on peut même penser à Tarantino grossièrement, tu vois, c'est très tarantinesque, certaines scènes de baston. Mais en même temps, tu vois, la première fois qu'il se fait passer à tabac devant chez lui, il se fait vraiment fracasser ah oui, et c'est pas drôle du tout. non, bah, clairement. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu drôle, là, il se prend un coup, il tombe, on fait ah, c'est marrant. Et puis ensuite, le mec qui l'agresse s'acharne sur lui et tu sens vraiment chaque coup, la puissance, tu sens ses os se briser. C'est ça aussi le talent de Aronofsky là-dessus, c'est qu'il arrive à filmer les corps. Ouais, Il arrive vraiment à filmer les corps de près, les corps qui souffrent. ouais. Et là-dessus, il le fait assez Oui, bien. ça pour et- le coup, il l'a traité dans toute sa filmographie. Ouais, oui, clairement. C'est ce que je me dis de toute façon, c'est qu'on retrouve ce thème chez Aronofsky. C'est un cinéaste qui torture son personnage, Ouais. que ce soit physiquement ou mentalement. Et de bout en bout en plus, enfin, vraiment du début à la fin. Ah oui, là, il n'y a pas de répit pour le pauvre Steven Ah bah, Butler, quoi. clairement, de toute façon, ce qui intéresse Aronofsky, c'est qu'il veut montrer que son personnage souffre, Ouais. qu'il a des traumas. Ah oui, oui. Mais de toute façon, Euh, c'est ça. De toute façon, c'est les thèmes d'Aronofsky, c'est la souffrance, Ouais, c'est le trauma, ouais, quoi. qu'il a des traumas, que ce soit les traumas plus lointains, donc on parle de la scène de Mais l'accident de voiture. l'accident de voiture, Mm. ou des traumas récents, comme, du coup, bon, on spoil, hein, on est là pour ça, on s'en fout. Désolé pour ceux qui nous écoutent. On peut sans spoiler. La Tu mort veux des pas personnes. la Je sais mort d'un pas. personnage, oui, la mort d'un personnage qui tient. Parce qu'il est responsable de la mort de plusieurs personnes dans le film. Oui. Donc on il peut est dire. responsable, oui, sans être responsable. Enfin, Non, mais on va dire que oui, sa oui, présence va causer la mort c'est de. ça. Le fait qu'il se retrouve dans cette situation va causer la mort de plusieurs personnages plus ou moins proches de lui. Oui, bon, ok. T'es resté jusqu'au bout ou pas pour voir d'ailleurs qui est sa mère? Oui. Oui, t'as Enfin, vu jusqu'au bout, ça va. c'est au Non, bout de- jusqu'au oui, non, mais heureusement, parce c'est au bout de que- 30 secondes de générique. Ouais, ouais. Oui, très marrant, très beau caméo. Beau caméo de fin, voilà. Ouais. C'est. Non, bon, on va pas le dire, parce que. Bon, on pourrait le dire, mais on va pas le dire. Ouais. Non. C'est Laura Dern. Qu'on embrasse. On embrasse Laura Dern, évidemment. Bon, bien sûr, Merci grande pour actrice. Immense. David Lynch. Muse de David Lynch. Star Enfin, Wars, en tout Star Wars 7. Jurassic Park. Oui, bon, il n'y a pas que de bonnes choses, mais.
Non, mais donc du coup, je disais que c'était un bon divertissement. C'était un bon divertissement, un peu à la manière de Baby Driver, je trouve. Ah, c'est vrai qu'il y a Il y aussi a des un peu de ça, similitudes, en ouais. plus sur le fait que Happy Ending, Oui, c'est vrai, ouais. voilà. Enfin, un personnage qui a beaucoup de problèmes, qui s'attire beaucoup de problèmes, mais au final, il y a un Happy Ending. Bon, C'est ça. Ouais, je vraiment, suis là, on est d'accord. sur une partie spoil, c'est fou, mais. Oui, bon. mais encore une fois, je trouve qu'au final, c'est un bon divertissement, mais qui reste oubliable, Hmm. dans le sens où j'y reviendrai pas, de toute Non, non, façon. ça c'est sûr, oui, le film est Euh, très... j'y, Le film est plutôt classique, c'est fait pour bah, être un bon moment tu vois, pendant la 1h45. semaine dernière, on disait que valeur sentimentale, Ouais. il cochait un peu toutes les cases du Ah oui, oui, oui. cinéma, voilà, drame familial, D'auteur, ouais. bourgeois, dans l'entre-soi, machin. Là, je trouve que ce film, il coche enfin, toutes les cases du film d'action, un peu de commande. Je suis pas sûr que ce soit un film de Je commande, pense mais pas que ce soit un film de commande. Pour le coup, j'ai entendu Aronofsky dire qu'il avait eu envie de s'amuser sur ce film. hmm, C'est adapté d'un roman ouais, c'est vrai. qu'il a dit avoir beaucoup aimé et qu'il a lui-même décidé de mettre en scène. C'est pas la première fois. Il écrit pas tout le temps ses films, Aronofsky. C'est pas la première fois, je crois, qu'il adapte un roman. Donc c'est pas vraiment. Oui, oui. Ça veut pas forcément dire que c'est de la commande parce qu'il a déjà Non, adapté des non, je romans. dis Il a adapté aussi. notamment la Bible. C'est vrai. C'est juste, bah, et il coche un peu ces cases-là, quoi. Ah Enfin, oui, non, mais totalement, je suis d'accord. Ça coche. c'est le film d'action basique. Oui, oui, c'est clair. Et d'ailleurs, quand je suis allé le voir, il y avait pas mal de. J'avais beaucoup de des familles, tu vois, de Ouais. filles, père et fils qui allaient voir le film en mode Oui, ah, c'est le film d'action et qui sortaient en disant oh, le début c'était un peu chiant, mais après c'était super, ça s'arrêtait pas, machin. Là où à l'inverse, je trouve que le début est intéressant et qu'après ouais, je suis ça. assez d'accord aussi, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même. Ça reste dans le haut du panier de Non, mais ce genre de film. oui, 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 clairement, c'est que Aronofsky est quand même un bon metteur en scène. Oui, oui. Donc, au final, ça se rattrape sur beaucoup de choses, même dans l'écriture, ça se rattrape sur beaucoup de choses, mais Ouais, mais on a quand même des personnages assez hauts en couleur. Tu vois, ce duo de juifs orthodoxes, oui. mafieux juifs, enfin, c'est super esthétiquement. Je Oui, trouve que c'est oui, oui, assez rare de voir moi ce genre j'adore de la scène de la personnages. course-poursuite, par exemple. Puis t'as les flics véreux, t'as Matt Smith qui joue un punk sorti des années 90. Ah ouais, mais ouais. Alors ça, j'ai. Tu l'aimes pas? Si, 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 j'adore. J'adore ce Ah, personnage, y a pas de souci, mais. Enfin, j'adore ce personnage. Moi, par contre, j'ai vu une interview d'Aronofsky où il disait qu'il voulait faire un film punk. ah oui, non, 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 Bah non. non. Le film n'est pas Le punk. film n'est pas punk, c'est pas parce que tu mets un mec Oui, avec une crête oui. punk des années 80 que le film est punk. Non, le film n'est pas punk. J'ai vu qu'il voilà, il voulait aller dans ce sens-là. Le film n'est pas punk du tout. Non, le film est très consensuel. Voilà. Comme on disait, t'as raison pour valeur sentimentale. Pour le coup, là, tu mets tes chaussons, film d'action, personnage C'est principal, ça. descente aux enfers, et tu éteins ton cerveau et tu sais ce qui va se passer. Mais il y a quand même des partis pris intéressants que je t'avoue, j'ai pas compris, mais qui m'intéressent, notamment le fait Explique-les-moi, d'avoir ouais. mis. euh, Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, je trouve qu'il aurait pu mieux en parler. Il y a une tentative de parler de gentrification, Oui. Ah mais oui. qui est vraiment, encore une fois, juste deux, trois phrases par-ci par-là dans le Ouais, film. parce que du coup, je sais pas si on a dit que c'était dans le New York des années 90, fin des années 90. Ouais, 98, il me Donc semble. on est sur la pré-gentrification. Ouais, en plus, c'est Manhattan East Village, donc Hmm. c'est vraiment aujourd'hui, ce quartier-là de New York, on est sur. Bah c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il le prend Oui, en exemple, mais c'est vrai qu'il en parle, mais il en dit mais pas grand-chose. Au final, on non. sait. Il n'y a pas vraiment. Alors, oui, peut-être que. Justement, on parlait de la diversité des personnages. Tu vois, il y a un punk, un barman, des mafieux juifs orthodoxes, en même temps des policiers noirs, Mhm. il y a des dealers, il y a un peu de tout. Il y a mafia russe, mafia ukrainienne, etc. Là où maintenant, il y a peut-être moins de diversité puisque le quartier n'est plus comme ça. C'est peut-être un truc purement new-yorkais que nous, on n'a pas vraiment capté aussi. Ouais, on n'a pas les
Mais Code. après, il y a la grossièreté d'Aronofsky aussi de mettre les tours jumelles en un plan sur deux. Oui, C'est comme. regardez, c'était ouais. avant. c'est C'était avant 2001 en fait. c'est comme si. Tu sais, c'est comme des fois on se moque des réels américains quand ils viennent à Paris, il y a la tour Eiffel partout. Oui. Là, t'as l'impression que les tours jumelles sont partout dans New York. Et une fois, c'est bien. Après, on a chaque plan large, il y a les tours jumelles en fond, c'est grossier. Le premier ouais. plan où ça arrive, je fais oh oui, bah, c'est bien, Oui, ça remet en contexte le moment où ça se fait, c'est Ouais. l'avant 2001, voilà, tout ça. Oui, après, à un moment donné, quand ça fait 40 fois que tu vois les tours On en jumelles, peut plus du tout. À la fin du film, je comprends Ben Laden. waouh, On sait pas si on la garde celle-là. En tout cas, si elle est passée, on vous embrasse. on le passe quoi. Et je condamne évidemment les attentats. Bien sûr. Évidemment. Dis juste, je rigole. Je rigole, François. Et... On t'embrasse. Mais oui, donc on a dit Guy Ritchie, gentrification. Ouais, il y a un film aussi que Aronofsky a cité, c'est After Hours de Scorsese. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr. Bah, c'est Que, pas étonnant. mais après, qui est After Hours, qui pour le coup un peu plus proche du film dont on va parler tout à l'heure. Oui. Ah, et encore que, parce que After Hours, c'est ce qu'on appelle un one night movie. Donc c'est un film qui se passe sur une nuit. Là où Pris au piège se passe sur plusieurs jours quand même ou... J'ai un trou dans le coup. Oui, il y a plusieurs jours qui se passent. Oui, il y a plusieurs Oui, il y a jours. plusieurs jours. Donc c'est pas vraiment un one night movie, mais en tout cas il en parle parce que Scorsese au moment où il fait After Hours, c'est un peu pareil, il a enchaîné les films un petit peu. C'est les années 70 de Scorsese, donc c'est des films très dark, Taxi Driver, Raging Bull, etc. Des films très sombres. Et il va faire After Hours, qui est un film un peu plus, on va dire, qui est un film très sombre aussi, mais qui est un film un peu plus fun, un peu plus, je trouve pas le mot depuis tout à l'heure, mais euh, plus cool à regarder, enfin, plus divertissant, un film qui va plus droit au but, qui a un peu moins de sous-texte, qui se prend un peu moins la tête sur... et Aronofsky en parle un peu en ce style-là. Après, After Hours est un classique et je trouve Bien un sûr. grand film que n'est absolument pas jamais de la vie pris au piège. Quand bien même j'ai de l'affection pour lui, on est très loin de ce qu'a fait Scorsese Ah oui, avec non, mais After clairement, Hours. oui, Parce que bien sûr. Scorsese dans After Hours, il y a aucun personnage qui prononce le mot gentrification, mais par contre tu vois tout de suite, rien que par la caméra de Scorsese, le New York de l'époque, comment ça se passe, le niveau de vie des gens, quel quartier. Donc, bon, on est sur deux cinéastes. Voilà, tout le bien Oui, que j'ai dit d'Aronofsky au début. Voilà, Faut remettre. faut se calmer quand même. Il faut relativiser Voilà, les faut choses. relativiser. Scorsese est un immense réalisateur et Aronofsky est un bon réal de son époque qu'on aura peut-être oublié dans quelques années, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas pour Pris au piège, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, je sais pas combien de temps ça fait. Parce que sur Uncut James, il y en a des bêtises à dire. Non, je disais juste que je trouve, enfin je voulais plus parler de montage, Ah oui, vas-y. où je trouve que il veut du coup essayer de faire en sorte que ça reste un rythme assez effréné, Hmm. mais je trouve qu'il n'y arrive pas vraiment. Enfin, en tout cas, il m'a pas fait vraiment ressentir ça. J'ai l'impression que c'est sa volonté. Ouais. C'est ça, vraiment sa volonté, c'est ce qu'il veut faire. C'est voilà, il veut que ça soit une fuite en avant. Vraiment, ça enchaîne. Il enchaîne les problèmes. Ah, je trouve que ça marche, ça fonctionne pas vraiment. Ouais, à la fin, ça fait un peu... ouais, comme tu as dit, on enchaîne les péripéties, mais on n'est pas vraiment, contrairement au film dont on va parler tout à l'heure, on n'est pas pris Ouais. dans la tornade, quoi. Parce que je pense qu'il n'arrive pas à mettre cette tension Non. qu'arrivent à faire les frères Sabdi, du coup, sur Uncut James. Ouais, mais Mais parce que aussi, peut-être trop de gros plans. oui. Non, mais oui, tout à fait. Oui, Trop oui. de cuts, pas assez de plans où il se passe quelque chose. On est toujours sur du chant contre chant assez classique, finalement, je trouve, dans le film. Il va pas aller chercher trop. Ouais, c'est vrai. Il s'est pas trop pris la tête. Donc, au final, on a un montage. Enfin, c'est un montage très synthétique, quoi. On essaye de nous vendre de l'urgence, mais ça se traduit pas à l'image. Ça fonctionne Et il pas. y a autre chose aussi, dans les mauvais points, c'est que je trouve que je sens beaucoup trop la présence des attachés de presse d'Austin Butler et de Zoé Kravitz dans le film. Il y a Austin Butler, même si il passe le film à se faire tabasser, à être traîné dans la boue, on lui renverse de l'eau.
Mais Quoi qu'il arrive, il est sexy. Mais ça reste un mannequin Mais oui. au milieu du film. Et même le tout premier plan du film, il est barman, genre c'est le petit barman de quartier avec sa casquette à l'envers, sa casquette de baseball, machin. Pizzo, on t'embrasse. On n'y croit pas une seule seconde. Oui, non mais bien sûr. Déjà parce il a ce qu'on appelle des fillers, qui est une chirurgie esthétique des lèvres. Et donc, le barman sous fillers, quoique, il y a un boulanger à Nice qui est sous chirurgie esthétique d'ailleurs. J'embrasse. Je vois de plus en plus, mais ça c'est intéressant. Après, c'est Nice. Non, mais j'allais dire parce qu'il y a aussi une caissière de chez Zara sous. Donc il y a Quentin Dupieux avait tout prévu dans Steak finalement il y a de ça 15 ans. Mais donc je retire ce que j'ai dit, c'est peut-être possible. Mais en tout cas il y a plein de plans où il se fait tabasser et où il se relève et en fait sa façon d'être décoiffée est sexy. Zoé Kravitz, elle est habillée comme elle est habillée sur Instagram. Désolé, je me compare pas à lui, mais je mets une casquette comme ça. Ma coupe n'est pas aussi belle quand j'enlève la casquette. Non, mais tu vois qu'il soit. Oui, voilà, par exemple. Là, j'ai pris 3 secondes de pluie, je suis décoiffé alors que je sors du salon. Mais. Mais oui, en fait, y a pas. En fait, c'est pas assez sale. Je crois pas aux personnages parce qu'ils sont trop propres, ils sont trop lisses. Mais même le décor, Ouais. J'ai l'impression qu'il veut rendre ce New York des années 90 un peu sale. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout et c'est dommage. C'est très dommage. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il veut à tout prix montrer ses tours jumelles parce qu'il n'arrive pas. Oui. Non mais il n'arrive pas visuellement à montrer que ce soit les années 90. Ouais, c'est le seul moyen qu'il a de nous dire qu'on est dans le passé, ouais. Tu peux pas juste te dire je montre qu'on est dans le passé parce qu'il n'y a pas de téléphone portable, tu vois. Ah oui. Pardon, ça m'énerve ça, mais je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle le film se passe en 98, c'est parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Oui. Et que pourtant, le téléphone est très présent dans le film. Oui. Parce que du coup, le personnage de Austin Butler, il appelle très souvent sa mère. Ouais. Et il cherche un téléphone à chaque fois, mais... Oui, mais justement, en fait, c'est que comme il peut l'appeler qu'une fois par jour, donc c'est normal qu'elle s'inquiète pas. Enfin, tu vois, il y a un truc. Mais en fait, moi, ça m'embête ça parce que du coup, je vois pas quelle est la plus-value du film de se passer dans les années 90. S'il avait envie de parler de gentrification, c'est raté parce qu'on le voit pas assez. S'il avait, je vois pas quel est l'autre. S'il avait envie de montrer le New York de l'époque, c'est raté parce qu'on le voit pas. On a l'impression que tout est fait en studio, que tout est factice en fait. Ouais. Non, clairement. Il y a tout. En fait, comme j'ai dit, les personnages sont trop propres, mais comme tu as dit, la ville est trop propre en fait. La ville est trop propre, les personnages sont trop propres. Et on parlait de Scorsese tout à l'heure. Tu mets 5 minutes de After Hours, tu sens tu sens le New York poisseux de ces années-là. Bon, après, c'est fait sur le moment, mais. C'est fait sur le moment, oui, mais en fait, oui. pourquoi ne pas capter le New York de maintenant ? Moi, je trouve que cette histoire, en fait, elle est encore possible dans certains quartiers. Mais bon, après, peut-être que Aronofsky a ses raisons que la raison ignore, mais qui voulait filmer, je sais pas, peut-être qu'il a grandi là-bas, Mais encore une fois, peut-être que tu t'es fait ton kiff autobiographique, mais nous, qu'est-ce que j'en ai attiré de ça ? Qu'est-ce qu'il y en a attiré comme Joachim Trier. Moi, je vais te le dire, qu'est-ce qu'il y en a attiré, pardon. Rien du tout. Bah oui. C'est le terrible constat, finalement. C'est le terrible constat, c'est que ce film... encore une fois, je disais pareil pour Valeurs sentimentales, j'ai l'impression de me répéter, mais dans une semaine, je l'aurais oublié. Ciao. C'est fort probable. Ce qui est dommage. C'est dommage. Ce qui est dommage. Il y avait mieux à faire. Mais bon. Alors que le prochain film dont on va discuter, il est sorti il y a maintenant quelques années, et celui-là, je ne l'ai pas oublié. Oh non, moi non plus. J'y pense tous les jours. C'est mon empire romain. Tous les jours, ah oui, carrément. C'est mon empire romain. Après, on peut penser à Adam Sandler tous les jours. Moi, j'y pense tous les jours. Donc, je pense à Uncut James 2 fois par jour. C'est parce qu'il est sur ton fond d'écran de téléphone. Tout à fait. Peut-être. Tout à fait, mais Uncut James, des frères Safdie, sorti en 2019 aux États-Unis, en 2020 chez nous, sur l'horrible plateforme Netflix. Eh oui, c'est... autre chose. Oui. Pardon. Enfin, je fais le lien toujours entre les deux films. Mais... Prise au piège, j'ai l'impression que c'est un film Netflix qui est sorti au cinéma. C'est vrai. Alors que Uncut James, c'est un film de cinéma qui est sorti sur Netflix. C'est vrai. Après, aux États-Unis, les films Netflix sortent au cinéma quand même. Sommes-nous aux États-Unis en fait ? Non.
Et voilà, nous sommes en France. Mais c'est un pur film de cinéma. Uncut James. Et ne pas avoir vu Uncut James au cinéma, dans une salle de cinéma, me Quel crève drame. le cœur. Quel drame. Il a eu 2 séances au Christine Cinema Club, mais je n'étais pas encore sur Paris. Je crois que notre ami Jérémy Bien sûr. l'a vu au cinéma Et d'ailleurs, oui, qu'on parce qu'il m'en embrasse. avait parlé à l'époque. Ouais. Et les séances étaient déjà complètes. Et oui, on l'embrasse en tout cas. Bien sûr qu'on l'embrasse. Et Non. donc les frères Safdie, en 2019, qui débarquent avec Uncut James, fort de leur succès précédent avec le film Good Time, Quel film. qui les met un petit peu sur la map du cinéma indépendant à l'international, puisque avant ça, ils avaient fait 3 films. Il y avait Daddy Long... Enfin, 4 films, parce qu'il y avait un film de Josh Safdie en solo. Mais ensuite, le premier film vraiment qui est signé Josh et Benny Safdie, et avec un peu plus une vraie prod, même si c'est une toute petite production à l'époque, c'est Daddy Long Legs. Ensuite, ils font Mad Love in New York, qui j'ai Je oublié crois, le titre original. Et entre-temps, il y a Lenny Cook, qui a un documentaire aussi sur un basketteur qui est super, que je vous recommande vraiment. Et ça va de pair avec Uncut James, parce que c'est dans ce film-là qu'ils ont appris à... Enfin, en tout cas, Benny Safdie avait dit qu'ils ont appris avec ce film à rendre dramatique un match de basketball. Donc, du coup, ils se sont servis de cette expérience pour Uncut James, forcément. Parce que, bref, on en parlera plus Oui, on tard. en parlera après. Mais, et donc, Uncut James, enfin, en tout cas, Good Times à l'époque, les met sur la map. Ils se font repérer par qui d'autre que, encore une fois, Martin Scorsese, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui les repère et qui va produire Uncut James, qui est un scénario qu'ils ont écrit depuis plus de 10 ans, je crois après Daddy Long Legs, même juste après, qui était censé être leur film. Mais ils voulaient absolument Adam Sandler, et c'était impossible de contacter Adam Sandler à l'époque parce que ils étaient personne. Adam Sandler ne les calculait pas. Et puis, grâce à Good Time, ils ont réussi à voir Adam Sandler, et le film s'est fait. Et le film est un grand film, Bien sûr. il faut le dire. Bien sûr, il faut le dire. Bien sûr. C'est un grand film. Pour retracer un petit peu les frères Safdie aussi, pour citer un peu leurs influences et tout, c'est des cinéastes assez atypiques, puisque c'est des cinéastes américains, mais qui sont très influencés par le cinéma européen, comme tous les Américains de la côte Est qui se respectent, hein, finalement. Finalement, c'est vrai que le cinéma Tout à fait. new-yorkais, on est un peu loin de ce qui se fait à Hollywood. Peut-être qu'ils sont plus proches de nous. Ils sont un peu moins, ils sont un peu plus influencés par ce qui se passe, notamment Cassavetes à l'époque, qui était peut-être un des premiers réalisateurs américains à s'inspirer autant du cinéma européen. Et vu que eux se revendiquent de Cassavetes, forcément, il y a une filiation qui se crée. Ils citent aussi souvent, j'ai noté, parce qu'ils ont pas mal de références assez intéressantes qu'ils ont plutôt bien digérées maintenant, mais qui à l'époque se voyaient beaucoup. Donc Cassavetes, bien sûr. Abel Ferrara, forcément, donc tout ce cinéma new-yorkais des années 70 à 90. Et en européen, ils parlent aussi souvent de néoréalisme italien. Ah oui. Je crois que Josh Safdie, le voleur de bicyclette, il dit que c'est son film Bible, quoi. C'est la matrice du film. Donc de Sika, ils ont Un condamné à mort s'est échappé. Oh. Bresson, Oh, je sais, pardon. ils citent beaucoup Bresson. Ils citent aussi Quelqu'un beaucoup... qui, voilà, encore une fois, quelqu'un qui s'inspire de Bresson ne peut pas être un mauvais cinéaste. Je suis Évidemment. Mais aussi, ils citent beaucoup Jacques Tati, Kiarostami. Donc on est quand même sur des réels qui savent de quoi ils parlent. Et désolé. Ça, il y a du cinéma là-dedans. Et puis surtout, on voit qu'ils... En fait, quand t'emmagasines autant de bagages, forcément, tu vas faire quelque chose d'intéressant, puisque tu te rends compte de ce qui a été fait avant, et tu sais ce que tu peux apporter derrière. En fait, je trouve que c'est ça qui est fort avec les Safdie, c'est que leurs influences, tu peux les voir clairement dans leurs premiers films, qui sont un peu plus des expérimentations, même si moi j'adore Daddy Long Legs. Que j'ai découvert avant-hier. Tu l'as vu. C'est un super film, Super film. mais c'est très Cassavetes. Bien sûr, oui, oui. Mad Love in New York, c'est très Panic at Needle Park de Schatzberg. C'est tout ceci. Même, on peut même citer Scorsese, Mean Streets, quoi. Pour Daddy Long Legs. On est, et ensuite, à partir de Good Time, c'est là qu'ils vont, je trouve, dépasser cette espèce de...
oui, qui vont digérer leurs influences tout simplement, parce qu'à la base, je crois que sur leur premier film, jusqu'à Good Time, ils étaient 4 ou 5 dans l'équipe du film, quoi, à faire un peu tout. Je crois que c'était Benny Safdie qui disait que sur Mad Love in New York, il n'y avait pas de... Et sur Daddy Long Legs aussi, il n'y avait pas de script, il n'y a pas d'assistant réel, c'est lui-même qui fait les prises son, donc on est sur un cinéma de la débrouille, quoi. Ouais, je vois un peu enfin, comment dire, une lignée à la Sean Baker un peu. Ouais, totalement. Bah, totalement, les frères Safdie et Sean Baker, c'est des cinémas qui se ressemblent Ouais. énormément. Ils font pas les mêmes films du Non, non, tout, pas ils du ont tout. pas les mêmes messages, mais dans la fabrication, c'est C'est ça. clair que ça se ressemble, et dans l'énergie, ça se ressemble beaucoup. Je sais que, notamment, peut-être pas sur la structure, mais Anora ressemble beaucoup à Good Time ou à Uncut James. Ouais, Anora de Sean Baker, qui est sorti l'année dernière. Palme d'Or. Oh, oui. Et même Red Rocket. Ouais. Red Rocket aurait pu être totalement un film des frères Safdie. Dans la manière de faire, ouais. Voilà, de toute façon, c'est des réalistes qui s'inspirent aussi du nouvel Hollywood. Je ne l'ai pas cité, mais c'est évident que c'est une grande influence. Aussi, pour continuer un peu l'introduction, c'est des cinéastes qui travaillent beaucoup le côté cinéma-vérité, pour dire. Donc, apprendre beaucoup d'acteurs non professionnels. Dans Mad Love in New York, qui sont vraiment allés dans les endroits, voilà, avec les toxicos, prendre des vraies personnes qui étaient dans la rue, des vrais SDF, pour jouer dans le film. Là, dans Uncut Gems, ils sont vraiment allés dans le Diamond District de New York, là où il y a tous les vendeurs de bijoux, les prêteurs sur gage, etc. Il y en a plein qui jouent leur propre rôle. C'est des mois et des mois de recherche pour aller rencontrer les personnages. Ils prennent même un Kevin Garnett qui oui, totalement. est amateur, hein, bien sûr. Kevin Garnett, qui est un joueur de basket de NBA des Boston Celtics. Et qui a un rôle très important. Qui joue un rôle important. C'est la première fois qu'il joue au cinéma. Ouais. Et il est incroyable. Et il y a aussi le personnage du coup de l'espèce de mafieux qui demande de l'argent à Adam Sandler, qui est leur oncle. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Qui a jamais joué dans un film avant et qui a jamais rejoué dans un film depuis, alors qu'il a une gueule incroyable, bien sûr, il a tout avec des yeux bleus translucides, vraiment la gueule du mafieux de film, quoi. Et c'est juste leur oncle. Les gens se sont dit, putain, mais c'est vrai que tonton, en fait, il a une bonne gueule. Viens, on le met dans le film, quoi. Ça passe. Et ça passe, le fonctionne. film est incroyable. Bon, Uncut James, c'est un choc quand je le découvre à l'époque. J'en parlerai, je peux te laisser un peu le micro sur ce que je pense de Uncut James. Bah ouais, quand est-ce que tu l'as vu, qu'est-ce que t'as ressenti, Du coup, moi, je l'ai vu à sa sortie, du coup, sur Netflix. Sur le N-word. Mais du coup, j'avais vu que Good Times avant, qui m'avait fasciné aussi. Qui est clairement les prémices de Uncut James, d'ailleurs. Ouais, moi je les découvre avec Good Time, et à l'époque je me prends une claque, je me dis c'est quoi ces mecs, c'est quoi ce film de fou, pareil. C'est dingue, franchement c'est dingue. Et là je lance Uncut James, et le film arrive à me fasciner directement. Avec toute ce prologue qui se passe en Éthiopie. Ouais. Tout est assez dingue déjà, avec cette opale. Ouais. Et qui se transforme, d'un coup on arrive dans le corps de Adam Sandler. Ouais, c'est ça, on a un raccord diamant / intestin coloscopie. Assez dingue. Qui est un raccord fou en vrai. Avec pareil, une bande originale du film qui est assez exceptionnelle, comme pour Good Time d'ailleurs, qui était... Oui. Avec cette musique un peu électrisante. Ouais. Un peu très inspiré années 80, mais ça je lui remets aussi. Ouais, très synthé, ouais. Du coup, donc pour moi, de toute façon, Uncut James, c'est presque miraculeux, au final, parce que Adam Sandler. Oui. Adam Sandler, vraiment, dans ce film, c'est exceptionnel. Il est hanté. Il est clairement, mais il est vampirisé. Ça. Ouais, le personnage. Ce qui est fou, parce que je vois pas une seconde Adam Sandler dans le film, bizarrement. C'est vraiment le perso, quoi. C'est lui.
Et pourtant, il fait pas une performance. Je crois qu'il a des prothèses sur les dents, c'est pas ses vraies dents. Mais je veux dire, il a pas de masque, il a pas de. Ils lui ont juste mis quelques chaînes en diamant, un trench en cuir, Ouais, non, et mais c'est devenu une autre personne, quoi. c'est... Non, mais c'est vraiment, c'est complètement dingue. Et du coup, je dis que c'est miraculeux aussi pour, enfin, encore une fois, Kevin Garnett. C'est Oui. complètement dingue. Enfin, moi, je Mais sais qu'à ma découverte du film, je fais waouh. ouais. Kevin Garnett, quoi. Enfin, Kevin Garnett qui joue, et en plus qui joue très bien, et qui a un Oui. rôle aussi important, enfin, à toute proportion gardée, mais Non, il a un rôle important. Le il a film un rôle tourne très autour de important lui, parce que hein. il a le niveau importance, il a le même rôle que tous les autres personnages hors Adam Sandler en réalité. Oui, voire un peu Donc, plus, parce qu'au final, peut-être même un c'est peu lui plus, ouais. qui tout tourne autour de lui. Finalement, c'est lui C'est vrai. qui. Oui, parce que miracle aussi enfin, dans l'écriture, dans le scénario. Enfin, la base du truc, ça reste une nopale porte-bonheur. C'est ça. C'est une nopale, c'est un caillou porte-bonheur, C'est que quoi. le personnage d'Adam Sandler, en fait, est un espèce de bijoutier de ce Diamond District à New York, qui fait venir une pierre précieuse d'Éthiopie, qui est qui s'appelle la Black Opal, l'opale noire, Ouais, qui est une pierre ornée de diamants très très précieux, qui sont en fait la propriété d'une tribu juive d'Éthiopie. Donc qui est déjà un truc assez improbable. J'ai même pas vérifié si ça existait vraiment, je sais pas. ces juifs Mais éthiopiens. le moment où il en parle à Lakeith Stanfield, c'est Ouais. exceptionnel. Enfin, Et, mais déjà, ça, c'est intéressant, ce côté. En fait, là, on a donc une Black Opal qui est entre. Oui, un espèce de bijou porte-bonheur, mais qui est aussi une malédiction, en tout cas, qui est une sorte d'objet divin. ouais, Je trouve qui est filmé comme une pierre philosophale, un truc qui à la fois peut. Kevin Garnett le personnage d'Adam Sandler va la prêter à Kevin Garnett parce qu'il joue des finales de playoff NBA, et ça va lui porter bonheur quand il l'a avec lui, et quand il l'a pas, il va faire des mauvaises performances. Donc du coup, on peut voir là un côté, euh, oui, porte-bonheur divin, et en même temps, c'est cette même pierre qui va causer sa mort, mais oui, donc il y a un côté malédiction. Mais en tout à même fait. temps, elle lui aura apporté la joie. Enfin, Oui, c'est hyper intéressant. c'est enfin, c'est assez intéressant et surprenant. Tout est surprenant dans ce film de toute façon. Juste, je disais juste que c'est un film chaotique, Ah oui, totalement. vraiment chaotique. Là, pour le coup, c'est un vrai rythme effréné. Oui, tu respires pas une seule Et seconde. Frère Sabdi arrive à nous faire transmettre ce truc de... Bah, le personnage d'Adam Sandler ne s'arrête jamais. Jour et nuit, il ne s'arrête jamais. Ouais. Et C'est assez exceptionnel. ouais, et notamment la scène, il y a une scène vers la fin où il craque parce que il y a plus rien qui, Oui. tout tombe à l'eau, il récupère pas Je me disais, mais la charge mentale, quoi. Et en fait, le moment où il craque, la scène, elle est d'autant plus frappante que nous aussi, ça fait 1h45 qu'on le voit courir partout, demander, payer, se mettre en galère il est poursuivi par tellement de gens différents. Constamment, il y a des gens à ses trousses de toutes parts. Mais en fait, un peu comme pris au piège à essayer de le faire, mais sauf que là, vu qu'on est plus sur le. Ouais, comme je disais, c'est un problème de mise en scène aussi, parce que dans Uncut James, le fait qu'on ait des longs plans séquences, le fait que le film soit chaotique, comme tu disais, les prises de son c'est n'importe quoi. Les personnages n'attendent pas que l'autre personne arrête de parler pour reparler. Tout le monde se parle par-dessus, ça hurle, il y a le bruit des voitures, des cris, Il y a toujours du bruit. il y a toujours du bruit Il y a un travail constamment. sur le bruit constamment et c'est assez fou. Mais même la prouesse du truc, c'est qu'ils arrivent à rendre ça aussi dans une pièce aussi petite que ce magasin de bijoutier là. Ouais, Enfin, visuellement, tu vois que la pièce, elle est vraiment tout petite. ouais, Enfin, ils peuvent être 40 dedans, mais la pièce est vraiment toute petite. L'histoire du film, un tiers du film se passe dans dans ouais. cette bijouterie. Et ils arrivent même dans ce local à rendre un rythme fou. À travers déjà le monde, encore une fois, avec le bruit, les gens qui parlent, tout ça. Mais surtout avec Adam Sandler qui bouge partout. Oui.
qui fait des allers-retours incessants entre la boutique et l'arrière-boutique. C'est, enfin, ils arrivent à, je trouve ça fou à quel point ils arrivent à rendre ce rythme dans des endroits aussi petits. Oui, et aussi avec autant de monde, parce Mais que oui. quand il sort de ces endroits-là, quand il va dans les rues sont bondées. Ouais. Tu vois, il doit pousser les gens pour avancer, pour aller plus vite. Il n'y a pas de place pour se garer, donc tu sais, rien que ce détail-là, le fait que quand t'es en voiture, tu peux pas te garer, donc les gens s'arrêtent jamais, ils se mettent en double fil, tu montes, viens là, enfin ça ne s'arrête jamais. Et le personnage de Adam Sandler, c'est un loser magnifique. C'est un loser flamboyant. C'est vrai. C'est un mec qui est flamboyant en fait. C'est un gars qui fait n'importe quoi, Il fait n'importe quoi. Il mais enchaîne il les le mauvaises fait. décisions. Ah, mais il prend toutes les mauvaises décisions. Il délaisse sa famille, il délaisse sa copine, il traite mal les gens, il fait n'importe quoi, mais il est flamboyant. Il fait tout avec un panache de dingue, un aplomb incroyable, C'est limite ça. au point d'improbable. En fait, c'est-à-dire que le personnage est un parieur fou. C'est quelqu'un qui va sans cesse remettre en jeu de l'argent qu'il n'a pas C'est ça. pour espérer rembourser des gens à qui il doit du fric. Donc, tu as des bookmakers, des mafieux, des joueurs de. Enfin, tout. Il doit de l'argent à tout le monde, à des prêteurs sur gage. Et quand il a l'argent, il le rejoue C'est ça qui est fou. constamment. C'est-à-dire qu'il y a le. C'est un personnage qui rend fou, hein, franchement. Oui, c'est. En fait, tu regardes le film, tu lui dis, mais là, stop, arrête, t'as envie qu'il s'arrête. Mais le problème, c'est que lui, le personnage, en tout cas, le personnage trouve sa raison de vivre, elle est dans cet excès. Mm. Et au final, bon, moi j'ai vu le film, je pense, 5 ou 6 fois, et c'est un personnage que tu comprends. En fait, tu vois le bonheur qu'il en tire. C'est quelqu'un qui ne serait pas heureux de vivre confortablement. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en danger pour flirter avec cette espèce de sentiment, d'adrénaline, d'urgence. Et ça en est même touchant parce que le moment où à la fin il fait ce dernier pari, il n'y a aucune raison de faire ce pari. Bien sûr. Parce que là, avant de faire le pari, il a l'argent nécessaire. Il a remboursé tout le monde. Il a même un peu plus. Tout est En possible. plus, c'est le risque pris pour aller faire le pari. Enfin, Mais oui, c'est complètement fou. c'est-à-dire qu'il va tout mettre en œuvre pour pouvoir jouer de l'argent qu'il n'a pas. Et en fait, oui, c'est comme on dirait qu'il est touché par une mission divine, et sa mission divine, c'est de parier. Ses réactions, la première fois quand il gagne, on dirait, oui, limite, il a joui, quoi. Il est à l'arrière d'une voiture et là, il fait ah oui, j'ai gagné. Mais il le joue trop bien, c'est-à-dire que c'est pas. À cette réaction, on y croit. On dirait vraiment il est en pleine jouissance. Ouais. Le personnage, d'avoir gagné un pari improbable et qu'il aurait pas dû faire, le fait d'avoir flirté comme ça avec la. Après, c'est l'éthos, hein, comme on dit. Oui, Ethos et Thanatos. C'est la mort et le désir c'est ça. qui flirtent ensemble. Et là, dans ce film, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui va trouver oui, sa jouissance dans Il veut dans la toujours plus. mort, quoi. En tout cas, dans ce côté de flirter avec la mort, de frôler la mort, de se mettre en danger. Il y a que dans ces moments-là qu'il est heureux. Et c'est un personnage Moi, c'est ultra il intéressant. prend des décisions, mais là, quand Kevin Garnett lui prête la bague de champion NBA et qui va tout de suite chez un prêteur à gage, c'est une folie. Et du coup, avec cet argent, il va aller parier. Enfin, Mais oui. Et après, quand il doit ça, c'est récupérer le diamant et Kevin Garnett lui dit bah rends-moi ma bague, et qu'en fait il a laissé la bague. Enfin, en fait, tout est angoissant. ah, c'est un film sous tension. Ah oui, mais oui, oui, c'est un film sous Franchement, tension. il a réussi à m'avoir une charge mentale alors que Mais c'est pas moi, je quoi. me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, j'étais littéralement debout les 20 dernières minutes. Ah oui. En tout cas, quand il y a le match. On veut parler de la fin Oui, bien maintenant. sûr. Ok, la fin, on va en parler, mais oui. Mais oui, en fait, parce que du coup, donc la fin du film, les 15-20 dernières minutes, on est sur, donc, on a le match de Kevin Garnett sur lequel Adam Sandler a parié, et il est avec les mafieux qui veulent le tuer dans la pièce,
Enfin, ils sont pas exactement dans la même Ils sont pièce. bloqués dans le sas. Ils sont enfermés dans un Il sas les qui a est- ouais. enfermés le temps du match pour le temps de voir s'ils gagnent. Et du coup, on va suivre le match avec lui. Donc, en espérant que Garnett mette des paniers, prenne des rebonds, etc. Tout ce qui est. Et il y a un côté. Oui, comme je disais tout à l'heure, ils filment le match de basket, ils le rendent dramatique, comme si c'était une course-poursuite ou Enfin, que sur la un manière de gunfight, filmer, quoi. ouais, enfin, C'est-à-dire que chaque panier de Kevin Garnett, c'est comme une droite dans la gueule d'un boss de fin, d'un méchant, quoi. enfin, cette dernière séquence, c'est absolument grandiose Mais oui, moi, ça m'a fait dans penser. la façon de mettre cette tension. Enfin, c'est exceptionnel. Incroyable, moi ça m'a fait penser au film Rocky notamment, où les combats de fin, tu vois, t'es avec Rocky, tu te Ouais. bats avec lui, mais là c'est pareil, sauf que c'est Adam Sandler devant sa télé qui regarde un mec mettre des paniers, donc c'est encore plus fou d'avoir réussi à mettre autant de tension sur un événement aussi lambda, enfin lambda, Ça reste un match de basket, ça reste mais un match de basket, mais là il y a sa vie qui se joue en fait, et c'est dingue d'avoir un personnage qui est autant habité. ouais, autant habiter, de transformer des matchs de basket en question de vie ou de mort, quoi. Parce que c'est ça qu'il fait à ce moment-là, c'est si le match, si le pari perd, il va mourir. Du coup, il gagne le pari, il meurt quand même. S'il perd, on va pas faire de théorie, parce que, enfin, de toute façon, je pense pas que les frères Sardi y ont réfléchi, mais Mm. genre, on va pas écrire le scénario, mais ouais, s'il perd, je pense qu'il s'en sort. Ah, je crois pas, Parce qu'il va trouver une combine pour les buter. Ah oui, oui. Oui, oui, il pourrait Parce s'en qu'ils sont sortir. à ce moment-là, ils sont enfermés. Oui, c'est vrai. Ils sont enfermés, donc il les a en joue, on va dire. Enfin, ils Oui, sont oui. enfermés. Oui, mais il est dans une C'est à merde pas partir de... possible. Oui, non, mais ça, qui reste dans une merde pas possible, mais ça, j'ai envie de te dire, il y est depuis... Ouais, mais je pense que là, il y a quand même un moment où... Parce que c'est un personnage aussi qui est... Alors, ils le disent pas qu'il est vieillissant, mais il y a pas mal de plans où on le voit euh, torse nu, machin. On voit que c'est Oui, ça... le corps de quelqu'un voilà, qui a 50 ans, qui commence un peu à accuser le coup de toute Oui. cette vie d'excès, C'est de clair. tout ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on est sur un moment un peu charnière de sa vie, qui va l'être d'autant plus qu'il va mourir. Mais en tout cas, à ce moment-là, même lui, le personnage, j'ai l'impression qu'il est dans une impasse. Je citais la scène tout à l'heure où il fond en larmes, il craque avec sa copine, là, qui est jouée par Julia Fox, qui est tellement crédible en Oui. new-yorkaise des années 2010. C'est ça. Fan de The Weeknd. Ouais. Mais tu vois, on parlait aussi du fait tout à l'heure d'un Pris au piège, donc je vois pourquoi le film se passe en 98. Je vois pas l'intérêt. Bah là, le film de Frère Safdie, pour le coup, tout fait sens. C'est parfait. En fait, c'est le début de l'ultra, on va dire, euh, l'ultra, enfin, pas connexion, mais en tout cas, le début de toute cette sphère connectée, des téléphones, des paris. Là, on est sur la fin du moment où. Là, on est dans l'entre-deux. On Ouais, est on est. sur la phase de transition et les frères Sadi le montrent C'est de ça. manière Et géniale. même, en fait, le film a d'autant bien. Non, quoique The Weeknd était déjà une star au moment où ils font le film. Oui. Mais c'est intéressant de voir. Tu vois, de prendre un moment où The Weeknd est un artiste qui monte, qui fait des vieux showcases dans des petites boîtes de nuit. C'est quand même plus intelligent de mettre même si c'est un peu de niche, de mettre Kevin Garnett dans le film. Ouais. On sait, enfin, quand tu suis le basket, tu sais qu'il joue à cette époque. Ou un The Weeknd qui commence, où on entend du coup, c'est The Morning qu'on entend. Tout à fait. Quel morceau. Morceau exceptionnel. Et du coup, c'est un morceau de début de carrière. Ouais. Et c'est beaucoup plus intelligemment fait que de mettre 40 plans des tours jumelles. Enfin, vraiment, enfin, c'est. Oui, oui, largement. Je trouve que comment dire, pour remettre le film là où il se situe, tout est beaucoup plus intelligent dans Cut James que dans Ah oui, c'est clair. Et puis même, Prise de piège. en fait, dans tous les looks, on est. Enfin, moi, ce que j'adore aussi dans ce film, c'est les petits détails, mais c'est la chambre de ses enfants. La chambre, quand il va voir son fils. Bah, du coup, son fils qui est tout petit, qui dort dans une voiture lit complètement allumée, enfin plein de néons, tout ça.
et c'est un peu grand, qui a une espèce d'énorme télé avec un panier de basket. Enfin, il y a tellement la sociologie des gens, tout est dit en un seul plan. Tu vois tout le côté bling-bling, un peu ringard, gosse de riche, tout dans l'apparence, qui sont Kitsch, ringard. voilà, les personnages hauts en couleur, ce que Gad Elmaleh avait essayé de faire dans Coco, finalement. Non, mais oui, ce côté nouveau riche, juif américain, Ouais. bling-bling, qui travaille... bling-bling, quoi, tout Ouais, simplement. c'est comme le Furby. Ouais, voilà, Le le Furby en Furby. bijou, c'est pareil, c'est du kitsch, c'est du. C'est kitsch. Dans nos années, ça aurait été un laboubou. Oui. Putain, on sent La en boubou en 2025. diamant. Si quelqu'un écoute cet épisode dans 3-4 ans, je pense Ouais. que cette ref, elle sera. Bon, ah si, parce que quand même, les Furby, on s'en rappelle. Et Ouais, on mais les c'est embrasse, pas- les Furby. Je pense que. Oh, je sais pas. Respecte la Chine. J'en sens. Les laboubous sont un outil de propagande chinoise qu'on apprécie fortement. Bien sûr. Mais et en plus dans tout ça, c'est que formellement, le film est assez magnifique. Ah bah oui. Enfin, c'est le grain. Parlons du grain. C'est exceptionnel. Parlons quand du même. grain. Parlons du grain. Non, mais enfin, esthétiquement, c'est quelque chose d'exceptionnel qui me fait penser je sais que tu seras pas contre si je vais dire ça, mais à Punch Drunk Club, du coup, Oui. de Paul Thomas Anderson. Ouais, c'est vrai. C'est que ce soit visuellement ou dans le rythme un peu aussi effréné, enfin, beaucoup moins dans Punch Drunk Club, mais dans le genre personnage qui prend souvent des mauvaises décisions, Oui. qui au final s'en sort mieux dans Punch Drunk Club. Au final, oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux d'ailleurs. Ouais. Mais il est peut-être moins... il aurait pu... Après, là, le personnage est vraiment extrême. Dans Uncut James, on est Oui. sur un personnage qui est... Oui, voilà. oui, qui est beaucoup. Ça, ça ne peut pas bien se terminer pour lui. Après, dans Punch Drunk Club, il prend des décisions, des fois, tu fais... Oui, mais... Il est quand même fou du bus, enfin, clairement. Oui, bien sûr. Il est fou du bus. Bon, au final, il est tellement fou du bus qu'il va voir le mec qui le harcèle et qui lui envoie des gens pour le tabasser. Bref. Et c'est exceptionnel, mais Paul Thomas Anderson, pareil, on en reparlera très bientôt, d'ailleurs. Mais je parlais juste pour le côté grain, l'image. J'ai vu qu'ils étaient beaucoup inspirés d'un film que j'ai vu d'ailleurs hier soir, du coup. C'était un film italien des années 60 qui s'appelait Le Moment de vérité, de Francesco Rosi, qui est un film sur un ouvrier, sur un jeune espagnol qui trouve pas de travail, qui galère et qui du coup va devenir torero, qui va faire la corrida pour s'en sortir, pour gagner de l'argent. On embrasse Albersa. Bien sûr. Mais d'ailleurs, du coup, qui est donc dans le moment de vérité de Francesco Rosi, on a des plans corrida qui sont dingues et qui ont obligatoirement inspiré Albert Serra. Dans Tardes de Soledad, on a des plans incroyables. Après, c'est très pénible à regarder. Parce que, bon. Mais à Tardes aussi, hein. Tardes de Soledad aussi, c'est pénible. Mais là, c'est pénible parce que je sais pas pourquoi, ça m'a fait plus... D'accord. Mais après, c'est peut-être parce qu'à l'époque, c'était encore plus hardcore, peut-être. Mais c'est un film, en tout cas, que je vous recommande, qui est un super film, qui est du coup néo-réalisme italien aussi à l'époque. C'est forcément social. Ça parle de comment l'instrumentalisation des jeunes de l'époque qui deviennent... En fait, c'est l'instrumentalisation du taureau, des animaux et des jeunes qui sont... Enfin, tout est exprimé dans ce film-là. C'est hyper intéressant sur comment on a spectacularisé un petit peu les ouvriers de l'époque, et de comment on se sert d'eux, et de comment on va les abandonner une fois que ça va aller mal. Et en tout cas, ils se sont beaucoup inspirés des optiques et des focales utilisées dans ce film-là. Ouais, ça m'étonne pas, parce que le film rend vraiment très années 80. 70... 70, 80. Dans le... Ouais. Mais... et du coup, je suis d'accord, c'est vrai. C'est magnifique. C'est vrai. Ouais, non, mais visuellement, c'est magnifique. Et pareil, la musique, bon, j'en ai parlé un peu au début, mais la musique assez folle, très inspirée Blade Runner. Oui. Franchement, c'est exceptionnel. R.E.P. Vangelis. R.E.P. Vangelis, évidemment. Et même, c'est rare que ça arrive, mais ils arrivent même à me surprendre. Ce générique de fin. Ouais.
Moi, je sais que c'est une des choses qui m'a marqué à mon premier visionnage. Ouais, C'est l'utilisation de L'amour toujours de Gigi D'Agostino, oui. ce qui est un contraste avec les dernières secondes enfin les secondes juste avant, Ouais. qui est assez dingue. Mais encore une fois, ça se rapproche du film dans le sens où ce morceau, pareil, il sonne assez kitsch, Mm. tu vois, assez Ouais. donc Oui, c'est clair. Après, on est quand même sur la... Parce que tout ce qu'on a dit sur le personnage qui prend des mauvaises décisions, etc., c'est vrai, mais après, je trouve que le film est intelligent parce qu'il nous... Il n'y a pas vraiment de morale à la fin. C'est-à-dire que oui, très bien. finalement, Il faut pas de morale. il se fait pas tuer parce qu'il a parié. Il se serait fait tuer dans tous les cas parce que le bras droit du mafieux voulait le doubler. D'ailleurs, le mafieux qui fait partie de la même famille que le Oui, personnage voilà, d'Adam bah c'est Sandler. lui l'oncle des Ce qui frères est Safdie, du oui. coup. Donc ça, c'est intéressant Ah, mais aussi. c'est lui. Ouais, c'est lui. Ah, je voyais un autre. Non, non, c'est lui. Ah, ok. Ah oui, bah, ok. Et oui, Je pensais à un autre personnage dans le film où à un moment donné. Oui, parce qu'il y en a un autre qui a les yeux bleus et qui Ouais. est... Ouais. Mais sinon, c'est lui Ok, le ok, chef. d'accord. Ok. Et, euh, et du coup, et puis en plus, enfin, on n'a pas parlé de Oui, cette c'est son scène. beau-frère, ouais. Oui. Bah, ouais. Et puis on n'a pas parlé de cette scène où ils sont en famille, du coup. Oui, ils font C'est le Pessa. seul moment calme, Oui. d'ailleurs, du film. C'est le seul moment calme, mais il y a quand même de la tension parce qu'il y a la présence de ce gars. Mais oui, c'est C'est-à-dire ça qui qu'ils est. sont ils fêtent Pessah, qui est donc une fête juive. Donc ils sont en famille, il y a les enfants, machin. Et d'un coup, on a un plan sur ce mec à qui il doit de l'argent et qui l'a 3 scènes Et avant ça, pareil, tabassé, déshabillé, enfermé dans son propre c'est coffre. amené d'une tellement bonne manière. C'est ça. Et du coup, toute la scène, on est sous pression. À un moment donné, il parle d'argent avec son pote et il y a ce mec qui écoute. Donc t'es là à dire merde, qu'est-ce qui Ouais, va où se le passer? personnage d'Adam Sandler est là à dire ouais, avec cette opale, je vais me faire beaucoup d'argent, Ouais, c'est machin. ça. Et du coup, on dit ouais, Et mais l'autre qui est à côté attention. qui écoute. Oui, Parce que parce qu'il lui il lui doit de doit de l'argent. l'argent, c'est fou, c'est fou. Et ouais, non, exceptionnel moment. Et ouais. Mais voilà, mais juste, voilà, je voulais parler Mais oui, de l'amour toujours parce que ça, le contraste, bien sûr. c'est exceptionnel. Un peu comme, ça m'a eu aussi comme un peu la fin de The Who's That Jack Beat. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Hit the Road, Jack. C'est what Jack qui arrive. Ouais. J'aime beaucoup ce genre de. Là, les musiques ironiques. Ouais, exactement. C'est vrai. Mais après, ouais, comme je disais, je sais pas si c'est tant ironique que ça, parce que j'ai vraiment l'impression. J'ai l'impression déjà, c'est évident qu'ils adorent leur personnage, que Oui, eux, ils sont. bien sûr. En fait, on est avec lui tout le long, peu importe. Il y a un truc qui se passe au début du film. En fait, ouais, il est tellement flamboyant qu'on est avec lui quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que peu importe comment Chaque il décision, on gère. dit, mais, ah, Non, fais pas ça, mais fais ok, pas allez, ça, on y va, go. C'est vrai que c'est mais en fait, vas-y, si ça fonctionne. ouais, Je trouve- t'y crois tellement que c'est peut-être possible et que vas-y, on va te suivre. Parce que, bah, et c'est ça qui fait que toute la séquence de fin où on le suit en train de suivre ce match de basket où il a parié, Hmm. on est avec lui. On est Bah oui, à on est fond avec lui tout le long. Et en fait, et le film aurait pu être grossier de dire ah bah voilà, c'était le pari de trop et il a perdu, alors qu'en fait le film te dit juste oui oui, la pierre est magique. Oui. En fait, la morale du film c'est non non, il a raison, la pierre elle est Dès que Garnett a cette pierre sur lui, il fait un match Kevin de fou Garnett, furieux. voilà, donc il faut parier, il a eu raison de faire ça et il va s'enrichir grâce à ça. En tout cas, c'était le message divin qu'il a reçu était clair. Mais par contre, les hommes qui se terrent, bah, c'est eux qui vont causer sa perte finalement, parce que lui est finalement bizarrement victime des gens qui l'entourent. C'est bizarre de dire ça, mais au final, enfin, de toute façon, c'est tous les grands films, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont vraies en même temps. C'est-à-dire que à la fois il prend des mauvaises décisions, mais en même temps il est flamboyant. À la fois il est horrible, il met sa famille en danger, il met ses amis en danger, il ment à tout le monde, et en même temps on comprend ses motivations. Donc il y a c'est un film qui est ambigu, et c'est ce que font les frères Safdie depuis même Good Time, même Daddy Long Legs, enfin depuis tous leurs films, ils s'inscrivent dans la tradition du cinéma de Nouvelle Hollywood des années 70, c'est de faire des personnages anti-héros, mais qui sont assez bien écrits pour qu'on y soit attaché, et assez bien écrits pour que quand même
on a des choses vraiment à leur reprocher. C'est-à-dire qu'on peut détester certaines actions d'Adam Sandler. Les actions positives, on va dire, qu'il va faire, ne sont pas là pour équilibrer la balance. C'est un vrai personnage. C'est un véritable être humain qui a des qualités, qui a des défauts. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus réussi que c'est un être humain dont les qualités sont aussi ses défauts. Oui. Et inversement. Oui. Et c'est ça qui est fort, en fait. C'est que c'est un mec qui Ah non, ne mais, peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Et qui va constamment dans le film, oui, comme on dit, c'est qu'il va être porté par par Une quelque mission. chose, une mission divine, ou en tout non, cas... mais, enfin, l'écriture de ce personnage, c'est oui. une prouesse. Et Encore une fois, l'interprétation aussi fait beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je dis encore une fois que c'est un miracle. Après, Adam Sandler, on l'a vu, quiconque a vu Punch Drunk Love sait qu'il est capable de faire des choses Encore une incroyables. fois, c'est ça, ouais, enfin, on le disait avant d'enregistrer, mais ça arrive tous les 10-15 ans où Adam Sandler, d'un coup. Oui, parce que lui, il aime bien faire ses comédies, ses Ouais, dad voilà, comedies, comme on dit. c'est un personnage de comédie. Ouais. Et d'un coup, il fait son Ciao Pantin. Et il était excellent aussi dans Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, qui était un j'ai film pas vu. Netflix aussi, qui est sorti, je crois, en 2015 ou 2016, qui était un film avec Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler, qui est un très bon film que j'aime vraiment beaucoup, mais en majorité parce que Adam Sandler est incroyable dedans. Mais d'ailleurs, Adam Sandler qui n'était pas le premier choix des frères Safdie. Ah, Je viens d'y repenser, comme quoi. qui était-ce? Il y a un moment donné. Alors, ils y ont peut-être pensé avant. Parce que moi, pour moi, c'est leur premier choix, mais ils sont vite dit qu'ils pouvaient pas. C'est ça. Et à un moment donné, du coup, ils voulaient plus prendre Jonah Hill, je crois. Ok. Mais je pense que du coup, ils avaient écrit ce personnage pour Adam Sandler. Oui, oui, et du coup, Après, ils se sont dit, bon, Jonah Hill, pourquoi pas, pareil, hein. personnage de comédie, pourquoi pas. Ça aurait fonctionné aussi, je Ça aurait pense. sûrement fonctionné. Mais peut-être trop proche de son personnage dans le Loup de Wall Street. Tu vois, je pense qu'il y a un côté un peu... Même les dents. Oui, Je c'est crois vrai. qu'il a des fausses dents aussi dans le Loup de Wall Street, Jonah Hill. Je crois qu'à un moment donné, ouais. Mais ouais. Mais du coup, bon, Adam Sandler, Ah, c'est une évidence. En fait, quand tu vois le film, tu te oui. dis... Qui d'autre, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez aimé le film, je vous recommande une vidéo qui est disponible sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, Guigui. C'est une vidéo où en fait ils expliquent que Adam Sandler voulait pas faire de Q&A, de commentaires audio du film. Pour le Blu-ray, il avait la flemme et tout. Ok. Et du coup, ils l'ont piégé. Et en fait, il l'invite à boire un café. Ils installent des caméras dans les cafés. Et en fait, ils lui posent les questions que les gens, genre des questions sur la création du film, du personnage et tout. Et... Alors, vu que c'est les frères Safdie, on sait pas ce qui est scripté, on sait pas si c'est scripté ou si c'est... ça, après, Mais la vidéo est incroyable, genre d'un coup, il y a Jason Bateman qui est un acteur qui passe, qui fait « Ah, mais qu'est-ce que vous foutez là ?» et tout. « Ah, ça va ?» Il fait « Et d'ailleurs, Adam, je voulais te demander, là, pour faire ce rôle à tel moment, comment t'as fait » et tout. Bref, le film est exceptionnel. Ok. Enfin, cette vidéo est exceptionnelle. Et on la regardera quand on finira Ouais. quand on finit l'enregistrement de ce podcast. Mais je vous recommande, je sais plus, vous tapez Safdie Brothers, Adam Sandler, Q&A, et vous Ok. trouvez ça, c'est sur YouTube. C'est génial. Donc voilà, il y a de la créativité partout chez les frères Safdie. Et on a très hâte, enfin en tout cas, bon, je t'inscris dedans, je pense que tu es avec moi, mais on a très hâte de découvrir ce qu'ils vont faire en solo chacun de leur côté. Ouais, déjà. Là, apparemment, il y a le film de Benny, Smashing Machine X The Rock, qui a été projeté à Venise et qui a eu un très bel accueil. J'ai vu ça. Qui apparemment, bon, après Venise, on sait, faut faire attention, ils ont quand même décerné le Lion d'Or à Joker, donc. C'est vrai, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on Mais, peut faire enfin, confiance à Venise? Joaquin Phoenix, il est pas un peu fou dans ce film? Il est complètement fou, et pour moi, il fait une performance intersidérale. Ah, mais il mérite l'Oscar. On dirait un vrai fou dans le film. Mais ouais, et du coup, Josh qui va sortir en janvier. En tout cas, on sera là pour vous en parler dans Drapeau Oui, Rouge. très certainement. Bon, Parce c'est que- même sûr. Oui, c'est sûr, hein, vous pouvez l'écrire dans votre petit carnet. Il y aura un épisode sur les films des frères Safdie en solo, à coup sûr. On a hâte. Oui, et je pense que c'est bon. Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein, de... On a fait le tour, c'était une très belle émission. Ouais, on aura plus parlé d'Uncle James, mais normal. C'était Il y avait plus prévu. de choses. Oui, il y avait plus Il y a de plus choses de à dire. choses à dire hein, que sur... Parce que c'est vrai qu'en voyant Prise au piège, je me suis... Comment analyser ce genre Ouais. de film?
C'est vrai que, bon, Comment analyser ce genre de film, Je pense qu'on ce a... divertissement Ouais, on a quand même réussi à en tirer quelques trucs. oui, quand même. En tout cas, vous nous direz dans les commentaires, n'oubliez pas, hein. Vous pouvez commenter sur Spotify d'ailleurs. C'est vrai. Personne Vous ne le pouvez commenter fait, sur mais si, Spotify. les gens le font de temps en temps. Et mettre 5 étoiles si vous l'avez pas déjà fait. Vous abonner au Instagram Drapeau Rouge Podcast quand vous voulez. Bah oui, Faites-le non, au mais ça, plus vite, oui, mais faites-le, si vous voulez le faites-le. faire demain, faites-le demain. Vous pouvez le faire demain, vous pouvez le faire après-demain aussi si vous voulez. Mais hein. ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc tu prends Instagram, Drapeau Rouge Podcast, tu follow, tu like, t'envoies un message pour nous dire vous êtes super, je vous aime. Et nous, on se On adore revoit ça. la semaine prochaine pour parler d'un film japonais Oui. qui s'appelle Exit 8. Ouais. Et on parlera également du nouveau film de Spike Lee, Highest to Lowest. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Les Inquiet, mais auditeurs, bon. auditrices, je suis inquiet. Là, par contre, je suis certain qu'il y aura des choses à dire. C'est sûr. Je suis même certain, il y a toujours Allez. des choses à dire sur le cinéma, parce que le Mais cinéma, oui. le cinéma, c'est... C'est la vie. Merci. Tu Et m'as c'est- sauvé de... et Parce que c'est- je savais pas quoi dire. Et c'est 24 mensonges par seconde. Allez, à la semaine prochaine. Gros bisous. Elle a bise.